Très bien, je vous propose qu'on commence. Bonsoir madame, mesdemoiselles, messieurs. Alors, simplement, avant de donner la parole à monsieur Delevoye, je me propose simplement de vous rappeler un petit peu la genèse un petit peu de ces entretiens croisés. Bien, effectivement, en février 2012, à l'occasion de la semaine olympique qui s'est déroulée ici à l'UPFR des Sports, eh bien, nous avons créé un partenariat original entre le Conseil économique et social et environnemental de Franche-Comté, l'UPFR Sport de Besançon et le laboratoire Culture, Sport, Santé, Société. Alors pourquoi en fait cette collaboration? Quelles sont les missions respectives de chacun? Alors comme vous le savez, le Conseil économique et social et environnemental régional a notamment comme mission de favoriser le dialogue entre les catégories socio-professionnelles afin d'élaborer des propositions d'intérêt général et de contribuer à la formation des citoyens. Quant à l'UPFR Sport, où nous sommes aujourd'hui, eh bien, propose une formation en STAPS en cohérence avec son environnement socio-économique, culturel et durable, en prenant en compte également les dimensions territoriales. Concernant le laboratoire Culture, Sport, Santé, Société, eh bien, son action s'articule principalement autour de 3 axes principaux: socio-anthropologie de la connaissance et dynamique culturelle, représentation et pratiques corporelles, et santé et activité physique et sportive. Alors, de toute évidence, la convention signée entre le Conseil économique et social et environnemental de Franche-Comté, l'Université de Franche-Comté et le C3S, eh bien, a permis de mettre en commun, c'est notre souhait, et de partager les compétences de chacun afin d'enrichir les missions respectives. Alors, pour formaliser en quelque sorte cette collaboration, il a été décidé d'organiser les entretiens croisés dont l'objectif consiste à soulever des questionnements, susciter des réflexions et faire partager des perspectives auprès d'un large public. Alors, pour les entretiens numéro 2 croisés, nous sommes très honorés, très sensibles d'accueillir au sein de l'UPFR Sport de Besançon, M. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique et social national. Alors, M. Delevoye nous livrera dans quelques instants ses réflexions sur la crise actuelle avec un propos au titre évocateur du choc de compétitivité au choc culturel. Alors, je souhaiterais avant tout présenter rapidement M. Jean-Paul Delevoye. Avant d'occuper en 2010 la présidence du Conseil économique et social national, il a été entre autres président de l'Association des maires de France de 92 à 2002, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire de 2002 à 2004, médiateur de la République de 2004 à 2011. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de lancer en quelque sorte ces entretiens par une brève analyse. Le 6 mars dernier, nous avons accueilli ici Mme Costalascu lors des premiers entretiens croisés et nous avons abordé notamment le concept de vulnérabilité, notamment chez les jeunes. La jeunesse semble déborder d'enthousiasme, incontestablement, mais simultanément, elle présente de forts doutes et inquiétudes sur notre société. Notre société semble subir un incontestable bouleversement. Alors, à travers un bouleversement énergétique et une révolution dans les communications, notre société se métamorphose, ce qui provoque de nouveaux questionnements sur la cohésion sociale, le rapport au bien ou le rapport à l'activité. Alors, la question est simple: comment doit-on se préparer pour l'avenir et quels sont les grands défis de notre société à relever? Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur le Président. À vous. Merci, Monsieur Monet. D'abord, je voudrais rendre hommage à la façon dont vous exercez votre responsabilité d'enseignant, parce que je trouve que enseigner, c'est déconcerter, c'est éveiller les consciences, et le fait de pouvoir permettre à vos jeunes, et aux moins jeunes, de s'interroger sur les évolutions de la société est un hommage à rendre à celles et ceux qui ont en charge, comme vous, d'éduquer. Donc je vais tenter par quelques slides de vous expliquer pourquoi cette conférence s'institue de choc de compétitivité à choc culturel. Tout simplement parce que je crois que nous ne sommes pas en crise et nous sommes en métamorphose. J'expliquais ça tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une crise, quand vous sortez de la crise, vous retrouvez la situation ex ante. Quand vous êtes en métamorphose, quand on sortira de la crise, la société sera fondamentalement différente par rapport à celle que nous connaissons. Et c'est un événement qui s'est déjà reproduit 2 fois dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu un croisement entre des changements d'énergie, des changements de mode de communication, cela a été un bouleversement total de la société dans laquelle nous allons vivre.
Et donc, nous allons essayer de décrypter un peu ce qui est en train de se passer. D'abord, l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Nous avons au Conseil économique, social et environnemental interrogé quels sont les mots qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel. On voit bien que c'est méfiance, morosité et lassitude. Donc nous avons aujourd'hui une opinion qui est inquiète, préoccupée, et c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir parce qu'on ne peut pas construire une espérance du futur sur une désespérance actuelle. Et si le poids du quotidien est trop lourd, il est difficile de s'en libérer pour essayer de se dégager des perspectives d'avenir. Et donc il y a un premier sujet que vous évoquiez d'ailleurs, monsieur le professeur, c'est comment alléger ou sortir de cette chape de pessimisme qui frappe notamment la France, les Françaises et les Français. Deuxième question, pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui auront plus, autant ou moins de chances de réussir que leurs parents? 68% moins de chances. Et donc on voit bien que si pour les jeunes, le langage des parents est de considérer qu'ils auront moins de chances qu'eux-mêmes, c'est extrêmement difficile pour les enfants de construire leur propre espérance sur le poids de l'inquiétude parentale. Et l'on voit bien qu'en même temps, sans y prendre garde, les parents transfèrent leur angoisse sur l'angoisse de leurs enfants. Et donc c'est un sujet sur lequel nous devons être attentifs. Autre regard sur la France, le progrès scientifique et technologie nous crée un monde meilleur. Vous voyez que les Français sont les derniers. Nous sommes un pays assez paradoxal où le progrès apparaît plus aujourd'hui qu'un facteur de risque qu'un facteur d'opportunité, alors que nous avons tous été le peuple du siècle des Lumières. Et donc, comment retrouver ce goût du risque, ce goût de l'aventure et le fait que le progrès, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'a plus capacité à ouvrir un débat sur les OGM, sur les nanotechnologies, sur le schiste, sur les gaz de schiste, etc. Deuxième sujet qui est encore plus préoccupant, depuis que j'utilise les nouvelles technologies numériques, mon corps et mon cerveau fonctionnent mieux. Vous voyez l'enthousiasme des pays émergents, 81%, l'enthousiasme des pays développés, 63%, et le retrait de la France, 45%. Avec d'ailleurs un formidable paradoxe. C'est-à-dire qu'on est prêt à se mobiliser pour une antenne qui va se trouver à 200 mètres de son habitation, mais on est prêt à passer 3 heures avec le téléphone à l'oreille, même si on sait qu'il y a des impacts sur le cerveau. Et donc, c'est quand même étonnant parce que je peux vous dire que sur l'économie numérique, si on pense que c'est un des facteurs de l'économie de demain, on voit bien que la résistance au changement des Françaises et des Français est un problème. Autre sujet sur lequel, évidemment, ça nous concerne tous. Hormis l'emploi, nous avons questionné nos concitoyens pour dire, dans les 3 mois qui viennent, quelles sont les dépenses qui vous préoccupent le plus. Et nous avons été très frappés de voir que 1, c'est l'alimentation, 2, c'est l'essence, 3, c'est le montant des impôts. L'analyse que nous en faisons, c'est que lorsque j'avais été médiateur de la République, j'estimais qu'il y avait entre 12 et 15 millions de personnes qui, à la fin du mois, étaient à 50 ou 150 euros près. Et donc, l'on voit bien que cette angoisse de l'alimentation, de l'essence, des impôts, c'est la survie du quotidien. Et ça a plusieurs impacts. Ça a plusieurs impacts parce que Estelle Balto, qui est la conseillère de M. Obama, que j'espère faire venir à Paris, a écrit un formidable livre sur repenser la pauvreté et qui consistait à dire d'une phrase assez terrible et trop réductrice, on ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans l'angoisse de l'huissier, dans l'angoisse de l'incapacité de payer les études de ses enfants, ou de l'échéance du banquier qui ne va pas payer le chèque, et que vous lui tenez un discours, c'est pas bien ce que tu fais, la personne vous écoute, mais elle ne vous entend pas. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, les ressorts citoyens qui sont un peu fatigués sont peut-être aussi liés à cette angoisse du quotidien, d'autant plus que la tolérance à la souffrance du quotidien a considérablement chuté. Lorsque, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, lorsque vous aviez une société rurale, nos grands-parents avaient un quotidien difficile, extrêmement difficile. Mais ils y avaient une plus-value spirituelle. Si tu travailles bien, si tu es un homme et une femme bien, avec un respect de la morale, forcément tu iras au paradis. Et donc il y avait une plus-value. Et puis quand on est passé dans une société matérielle et industrielle, on a dit si tu travailles bien, tu auras la capacité d'acheter ta maison, etc. Il y avait une espèce de
de retour d'investissement de l'effort du quotidien. Aujourd'hui, je ne crois plus au paradis et je suis à peu près sûr que j'arriverai pas à augmenter mon matériel. Et je suis plutôt dans la satisfaction de mes envies. J'ai envie de consommer. Et donc, l'on voit bien que ce changement brutal, cette disparition des espérances, mais j'y reviendrai, fait que la fragilité individuelle à la douleur du quotidien a considérablement baissé. Mais nous devons être attentifs, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, c'est que il y a 15 ou 20 ans, nous avons commencé à avoir des suicides sur les lieux de travail avec un passage à l'acte. Nous commençons à voir aujourd'hui, et personne n'en parle, une évolution des suicides après destruction d'une personne qui représente un système. C'est-à-dire que je tue l'inspecteur du travail et je me suicide après. Je tue ma femme et mes 2 enfants, etc. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit attentif sur la façon dont nous, inconsciemment, quelquefois, nous nourrissons des violences qui peuvent se retourner sur la destruction du système ou la destruction de l'individu. Et puis, quand j'évoquais ça tout à l'heure, le tableau d'à côté, le moyen de s'en tirer, c'est de trouver des combines. 2004, 40%, 2008, 58%, 2012, 64%. Si vous interrogez un Suédois pour lui dire est-ce que c'est bien de tricher avec l'administration fiscale, à 90%, il vous répond non. Si vous questionnez un Français, c'est à 80%, il vous répond oui. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où le système n'offre plus de perspective, eh bien, la combine l'emporte sur le respect de la loi. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on supprime les heures supplémentaires, on va travailler au black. J'arrive pas à faire les fins de mois, je me débrouille. Et donc, on est dans un système où on est encore en train de parler du respect des lois de la République, quand pour ma survie, c'est en ne les respectant pas que j'arrive à l'assurer. Et on en revient sur l'alimentation, l'essence, etc. Et donc, attention, on est dans une région agricole, j'évoquais ça avec un directeur de grande surface qui m'expliquait qu'une augmentation trop forte des produits alimentaires crée des tensions immédiates entre les consommateurs et les caissières. Et qu'aujourd'hui, la problématique de l'accès à l'essentiel, notamment dans les pays maghrébins, les révoltes alimentaires sont plus près qu'on l'imagine et peut-être plus près géographiquement aussi. Je m'étais beaucoup interrogé sur le niveau d'agressivité lorsque j'étais médiateur, en me disant mais comment se fait-il que la société française voit une brutale augmentation de la violence dans les rapports humains ? 50% des interventions policières se faisaient au sein des familles, et à l'école, une augmentation incroyable de la violence verbale des enfants entre eux-mêmes. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des spécificités françaises pour nourrir cette agressivité ? Alors il faut qu'on soit attentif à quelques évolutions sur lesquelles je vous donne quelques slides. Une étude américaine vient de sortir, vous savez qu'aux États-Unis, il faut être attentif qu'entre 0 et 5 ans, 80% des fondamentaux du caractère se construisent. Or, toutes nos politiques familiales publiques se construisent à partir de 3 ans, école maternelle, etc., etc. Et que, à mon avis, aujourd'hui, on est totalement en train de passer à côté de la parentalité, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Nous avons de plus en plus de familles monoparentales, généralement gérées par une femme avec un travail à temps partiel. Ce qui veut dire que quand la maman revient au foyer, involontairement, elle n'éduque pas son enfant, elle consomme son enfant. Et elle veut partager avec lui un moment de tendresse, ne voulant pas transférer sur lui la dureté du quotidien, elle veut lui donner un bonheur des instants maternels. Problématique, l'enfant a perdu le sens de l'interdit. Or, l'éducation d'un enfant passe par le sens de l'interdit, qu'il ne découvre qu'à l'école maternelle. Et nous voyons des violences dès qu'il découvre les limites de l'interdit. La deuxième chose, c'est que les Américains viennent de faire une étude où de 0 à 5 ans, ils cherchent à transformer, presque à conditionner les enfants pour en faire de futurs consommateurs. Donc ils ont créé une chaîne dédiée aux enfants, avec des zapettes, pour que l'enfant soit complètement obnubilé par la télévision. Résultat, 15 ans après, des psychiatres sont en train de nous alerter sur le fait qu'il y a peut-être une relation, avec une explosion de l'hyperactivité, de l'anorexie et du suicide précoce. Donc nous devons être attentifs aujourd'hui à ce qu'il y ait des formes nouvelles de relations humaines qui sont quelquefois dans la virtualisation ou quelquefois dans l'agressivité, puisque nos jeunes, contrairement à nous, sont élevés à la cruauté du monde dès le plus jeune âge, alors que nous étions protégés jusqu'à 18 ans.
L'autre élément, je vais sauter quelques pour ne pas abuser, la surexcitation cérébrale. Je crois que nous sommes passés d'une société de main-d'œuvre à une société de cerveau d'œuvre. C'est-à-dire que jusqu'à il y a relativement peu de temps, toute la technologie a consisté à alléger la fatigue corporelle des métiers. Le couvreur, c'est la machine qui porte les tuiles. Les tracteurs, maintenant, sont devenus des voitures air conditionnées, etc. Et donc, on a vraiment tout fait pour épargner la fatigue du corps. Mais on a totalement oublié qu'aujourd'hui, on est dans la fatigue des cerveaux. Et que et nous n'avons pas du tout étudié les limites psychiques. Monsieur Xavier Fontanet me disait que nous avions 150 000 accommodements visuels par jour. Je vous regarde, j'en fais 2. J'en consomme, dans une activité normale, entre 35 et 40 000. Nos enfants qui passent 2 heures sur leur machine, là, ils ont consommé la totalité de leur accommodement journalier. Au-delà, ils sont en facture psychique. Le cadre, aujourd'hui, il ne respecte plus de temps de travail et de repos. Il rentre avec son ordinateur et il passe plus de temps avec son ordinateur qu'avec son conjoint. Explosion des divorces de cadres et absence de fatigue et de recul. Deuxièmement, culture américaine, vous sortez du travail à 19h, vous êtes mal organisé. Vous sortez du travail en France à 18h, vous ne foutez rien. Et avec un sentiment de culpabilisation qui fait que quand on se donne du temps pour rigoler, pour discuter, c'est un temps inutile, culpabilisateur. Au point d'ailleurs que quand on tarifiait l'activité T2A à l'hôpital, on estimait que le temps rémunérateur était celui de l'opération du chirurgien, jamais le temps de l'écoute entre le chirurgien et le patient, alors que c'est l'élément le plus important pour établir une confiance. Et ensuite, le management à la française est un management par la contrainte. C'est-à-dire que quand on est président, on se croit supérieur au vice-président, qui se croit supérieur, et on fait sentir à l'inférieur le poids de son infériorité. Et on est dans la pression permanente. Je ne sais pas si vous avez dû faire la même chose, j'ai dû me mettre à genoux 3 fois avant de le saluer. Non, mais soyez attentifs à ça, parce qu'une étude vient de montrer que combien de secondes vous accordez-vous par jour, de secondes, pour que vous preniez du temps et du recul pour décélérer le temps et alléger la pression qui pèse sur vos épaules, pour oxygéner votre cerveau. Or, nos jeunes sont dans la voracité du temps. Le cerveau n'est pas fait pour faire plus de 2 choses en même temps, sauf si c'est une femme. Je dis ça ou professeur d'université. Regardez nos enfants, comment ils se comportent. Ils discutent avec les parents, ils regardent 3 écrans de télé, ils envoient des semaines partout, etc., etc. Et ils sont dans la voracité du temps. Nous, cette réunion, vous l'avez programmée sur votre agenda, moi aussi, depuis 2 mois. Vous discutez avec vos enfants, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je ne sais pas, j'ai 5 rendez-vous, je n'ai pas encore décidé. Donc, on est dans une espèce de concentration du temps et de concentration du lieu. Soyons attentifs à ce que la conduite des ressources humaines, la conduite de nos propres familles, va être aussi sur cette notion d'équilibre des cerveaux et d'équilibre psychique. C'est tout à fait intéressant parce que les neurosciences qui sont en train de nous offrir des possibilités extraordinaires fait que maintenant, on voit très bien l'irrigation des zones du cerveau. Boris Cyrulnik, par exemple, lorsqu'on parlait de l'isolement des personnes âgées, on voit que quelqu'un qui n'a pas parlé pendant 4 mois, on voit dégrader un certain lobe cérébral. On voit bien que nos enfants ne devront pas avoir les mêmes cerveaux que nous, puisqu'évidemment, nous étions excités par l'écrit et par l'oral, eux sont excités par la vie. Voilà. Donc c'est assez fabuleux ce qui est en train de se passer. Mais attention à ce que dans la qualité des relations humaines, ne tombons pas dans la virtualisation, mais au contraire dans l'humanisation. C'est ça que je voudrais faire passer avec les nouvelles technologies. On se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. C'est-à-dire qu'avant, on s'envoyait un mail, avant, on se levait, on tapait sur l'épaule, on discutait, maintenant, on s'envoie un mail. Avant, on mangeait à la même table, maintenant, chacun mange selon soi, on va regarder la télé dans la chambre, on pianote. Bon. C'est-à-dire que nos jeunes n'ont jamais eu autant d'amis sur Facebook et n'ont jamais été aussi seuls quand ils ont un problème. Donc, c'est des sujets extrêmement intéressants à analyser en termes de société. Oui, gestion des échecs et développement des potentialités. Ça aussi, c'est un choc culturel. Au moment où l'individu est en train d'émerger partout dans le monde,
il y a une inversion du collectif à l'individu. Avant, le collectif faisait l'individu. On était de droite, on était de gauche, on était chrétien, on était protestant, on était bouddhiste. Et on avait tous des normes. Maintenant, dans le monde entier, c'est l'individu qui est en train de prendre le dessus. Ce qui veut dire que, très naturellement, la démocratie et les marchés vont s'imposer partout. En Iran, je ne sais pas combien de temps ni combien de morts, mais le pouvoir spirituel va disparaître derrière le pouvoir temporel. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'évidemment, la richesse de la France, c'est la force de ses individus et de sa créativité. La force de l'Allemagne, c'est le respect du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est la créativité et l'inventivité. Mais tout notre système parental et tout notre système éducatif, et notamment scolaire, fait que de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, on vous demande un travail personnel sur résultat, alors que votre travail professionnel est un travail collectif sur objectif, et on vous met en situation d'échec et non pas en situation de potentialité. Si tu échoues à l'école, t'es nul. Si tu as déposé le bilan, t'es nul. Si ta femme est partie, t'es nul. Si tu n'as pas de Rolex, t'es nul. Aux États-Unis et dans la culture anglo-saxonne, c'est le développement des atouts. Tu as échoué, mais c'est pas grave. Exploite tes atouts. Et c'est psychologiquement très important. Il y a eu 2 tests qui ont été faits. Un test sur une figure géométrique. Et on demandait aux enfants de dire, vous allez me faire cette figure géométrique, c'est un exercice de mathématiques. L'écart entre les forts et les faibles était extrêmement impressionnant, entre ceux qui échouaient habituellement à l'école et ceux qui réussissaient à l'école. Ils ont refait sur un autre groupe le même exercice. Et en disant aux enfants, c'est un dessin. L'écart entre les forts et les faibles était extrêmement réduit. Donc on voit bien que quand on met en confiance un enfant sur ses atouts, plutôt que sur ses potentialités d'échec, on peut faire émerger des talents plutôt que des compétences. Et notre pays a aujourd'hui besoin de talents. Et l'on voit bien que l'inversion parentale, c'est la même chose. On sanctionne souvent nos enfants sur des échecs, on ne les soutient pas dans leur réussite ou dans leur potentialité de réussite. Tu n'y arriveras pas. Non, c'est trop fort pour toi, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir aussi que nous inversions notre lecture. Je vous ai mis ça, c'est le défaut d'écoute. J'avais été très frappé en tant que délégué du médiateur. Quel est le problème numéro 1 dans la société? Le défaut d'écoute. Celui qui est dans la rue. Il n'est pas malheureux parce qu'il n'a pas 1 euro dans son école, il est malheureux parce que plus personne ne le regarde. Et que l'absence de regard sur vous-même crée quelquefois des souffrances auxquelles nous ne sommes pas du tout habitués. Quelqu'un qui va à Pôle emploi ou quelqu'un qui va un peu dans l'angoisse à la caisse d'allocation familiale nous dit souvent, mais la personne à qui j'expose mon problème ne me regarde même pas. C'est « Monsieur Robert ?» Oui. Et elle se tourne sur son ordinateur. « Monsieur Robert, quel numéro, matricule, etc. » Et elle passe son temps à discuter avec l'ordinateur de votre dossier et vous êtes absent de son regard devant le guichet. Et l'on s'aperçoit que sans y prendre garde, on ajoute une souffrance à une souffrance. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons être absolument attentifs. Je vous ai mis ça, simplement c'est un nouveau rapport de l'individu au collectif. En 1995, nous étions tous en résonance sur un thème politique, la fracture sociale. Ça veut dire que nous étions tous en train de se dire, oui, c'est un projet de société, je suis d'accord, je suis responsable de l'autre et je veux réduire les distances avec l'autre. En 2002, et l'analyse qui était la mienne était que nous avions changé de société, nous étions sur la sécurité. C'est-à-dire, je veux me protéger de l'autre. C'est-à-dire que d'une responsabilité citoyenne d'être en empathie avec l'autre, j'étais dans un individualisme qui souhaite me dire, il se débrouille, mais tu te protèges de l'autre. Et nous avions commencé à rentrer dans ce que j'avais qualifié le racisme d'assiette, le racisme social. C'est-à-dire, je vais d'abord préserver ce que j'ai parce que je ne crois plus à la réussite du collectif. Et je transfère au collectif mes devoirs et j'achète au collectif mes droits. Et je suis devenu consommateur de la République. Je ne veux pas que le prof soit bon, je veux qu'il mette 20 à mon gamin. Et c'était tout à fait étonnant de voir que la relativité sociale fait que dans un exercice, on a proposé à un même groupe de dire, voilà, je vous paye 3 000 euros, mais tous ceux qui vous entourent vont gagner 5 000 euros. Ou bien je vous paye 2 000 euros, mais tous ceux qui sont autour de vous vont gagner que 1 000 euros. La majeure partie des gens choisissent 2 000 euros à condition d'être supérieurs aux autres. Et lorsque l'on a eu un débat sur la suppression des notes scolaires, la révolte des parents était extraordinaire.
C'était pas pour pouvoir évaluer leur enfant, c'est pour que leur enfant soit supérieur en notes à celui du voisin. Donc on est aujourd'hui dans une recherche permanente d'une relativité positive sur le plan social avec une notion de supériorité. Et c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant parce que je ne veux pas non plus que le juge soit juste. Je veux qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. C'est-à-dire qu'on a perdu les valeurs qui transcendent les institutions pour être dans la consommation de la République. Mais on est allé même, y compris sur le politique. Je choisis mon politique, pas forcément en fonction de ses idéologies de droite ou de gauche, mais s'il préserve ma niche fiscale. Et l'on voit bien que je suis de moins en moins citoyen et de plus en plus consommateur de la République, avec en plus cette complicité involontaire des politiques qui préfèrent souvent perdre un électeur, même s'il gagne un citoyen. Je salue monsieur le député. Non, mais je le dis parce que ce n'est pas un procès que je fais pour lui, c'est un procès que je fais pour le système, sur lequel nous devons au contraire, alors je suis ravi que monsieur le député vous soyez là, parce que mon obsession c'est de restaurer le politique et le crédit du politique, car toutes les réponses sont politiques, mais de critiquer le politicien, et on y reviendra tout à l'heure, parce que très souvent nous sommes aussi, nous, hypocrites. On demande aux politiques d'assumer des vertus qu'on ne veut pas assumer soi-même. Et on demande aux politiques d'afficher une force, mais à condition d'exploiter sa faiblesse. J'ai voté pour moi, si jamais tu ne fais pas ça, je ne vote plus pour toi. Eh bien la réponse, le politique devrait dire, je ne vous ai jamais demandé de voter pour moi, je vous ai demandé de voter pour le projet que je soutenais. Et qu'on arrête aujourd'hui aussi de consommer le politique, parce que très souvent on demande aux politiques de rester sur un certain crédit, mais nous on méprise le politique avec ce type de comportement. Si je ne crois plus à la morale collective, je passe de la force du droit au droit à la force. Tu n'as pas le droit de rouler sans voiture, j'ai le droit de nourrir ma famille. Et l'on voit bien que de plus en plus dans certains nombre de quartiers, on est très perturbé parce que la légitimité qui est la nôtre de faire imposer une morale et une autorité publique est de plus en plus contestée par des hommes et des femmes qui estiment que la survie de leur quotidien les autorise à ne pas respecter la loi si ce n'est que la leur. Et on est très perturbé en disant « tu n'as pas le droit de faire ça ». Si, j'ai le droit. Tu n'as pas le droit de frapper ta femme. Je suis patron chez moi. Tu n'as pas le droit de... etc. etc. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a cette espèce d'incompréhension parce qu'il y a sous nos yeux deux sociétés qui se construisent sur les mêmes territoires, avec les mêmes fonctionnements. Et quand l'économie ne porte pas un salaire qui me permet de vivre, je vais dans l'économie souterraine, qui a sa propre hiérarchie, etc., etc., etc. Nous avons aujourd'hui une contestation de plus en plus forte du pouvoir et de l'autorité, et nous voyons bien que nous avons des systèmes parallèles qui se mettent en place. Je ne crois plus à la religion, je vais à la scientologie. Je ne crois plus à l'économie normale, je vais au black, etc., etc., etc. Et il va falloir que nous regardions cette réalité en face, et parce que l'on est tous en train de critiquer un système que l'on condamne, mais si on n'offre pas des perspectives d'espérance, les gens chercheront à survivre d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose qui est, dans une société en métamorphose, un moment extrêmement perturbant parce que très instable. Toutes nos sociétés se construisent autour de trois très grandes forces, les espérances, les peurs et les humiliations. Les espérances communistes ont disparu avec la chute du mur de Berlin, et les espérances libérales ont disparu. Rappelez-vous, quand la chute du mur de Berlin a disparu avec la fin du communisme, il y avait les chantres du libéralisme qui disaient « le marché va tout régler et le bonheur est arrivé ». Résultat, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est un échec. Les religions, les espérances religieuses sont fragilisées par l'avancée des sciences ou par les intégrismes. Et les espérances politiques apparaissent plus comme des stratégies de conquête de pouvoir que des pouvoirs au service d'un projet de société. Avant, il y avait une espérance communiste, une espérance libérale. Maintenant, les gens s'associent, ils ne partagent pas les mêmes convictions, mais ils partagent la même ambition. Et on s'aperçoit que quand il n'y a plus ce champ d'espérance collective, on laisse la place pour la gestion des peurs. Alors c'est la peur de l'étranger, c'est la peur du patron, c'est la peur, etc. Ou les humiliations. Et il faut être attentif à ce que les humiliations nourrissent des violences que l'on n'arrive pas à contrôler. Lorsque vous êtes à Bac+7 payé au SMIC, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Lorsqu'à 40 ans, vous perdez votre job, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Lorsque vous êtes pauvre dans un pays riche, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Et ce qui s'est passé dans les révoltes arabes, ça a été le choc, non pas des insoumis, mais des soumis à un système qui l'ont renversé parce qu'ils étaient humiliés, avec la rencontre de cette conjoncture d'un jeune étudiant qui s'immole parce qu'il est arrêté par la police en train de vendre des fruits pour survivre. Et donc soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde sur la création de ces humiliations, nous mettons les gens dans une situation qui fait qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui que soit se détruire, soit détruire le système qui les a mis dans cette situation. Et nous devons être attentifs à cet aspect des choses
qui donne d'ailleurs des responsabilités sur de nouvelles espérances politiques et des responsabilités sur des solidarités de proximité. La constante, aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que est-ce que les responsables politiques se préoccupent beaucoup ou pas beaucoup de vous? Pas du tout, 85%. C'est un projet injuste, mais c'est un projet que l'on reçoit. Lorsque j'étais médiateur de la République, je posais la question, quel regard portez-vous sur la politique? Ils ne font pas partie du même monde. Et nous sommes prêts, pour un tiers à l'époque, à voter pour un homme et une femme, même au mépris des valeurs de la République. Nous avons absolument besoin de retrouver le crédit dans la parole publique, parce que ce discrédit politique est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il se traduit par à qui faites-vous confiance? Un, c'est les hôpitaux. Plutôt parce que j'existe à l'hôpital. Je n'existe pas dans la société, mais à l'hôpital, on s'occupe de moi. Mais aussi, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui est nouveau, c'est le regain sur les entreprises publiques et privées. C'est quelque chose d'en même temps préoccupant parce que je crois, croyez-vous à l'avenir de la France? La réponse est non. Croyez-vous à votre avenir personnel? La réponse est oui. Et si je ne crois pas à l'avenir de la France, mais je crois à l'avenir de ma entreprise, je suis plus citoyen de mon entreprise que citoyen de la France. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, même si le regard sur l'entreprise est aujourd'hui en train de se porter de façon plus positive. Et par contre, en bas, malheureusement, les partis politiques sont à un taux le plus bas depuis la dernière guerre. Le regard sur l'entreprise a brutalement changé avec l'apparition de la dernière crise. Jusqu'à il y a relativement peu de temps, 2010-2011, on souhaitait que l'entreprise respecte la RSE. Là, on souhaite qu'elle soit d'abord performante sur le plan économique. Sur le plan économique, il faut aussi aider nos concitoyens à imaginer que les futures croissances ne sont plus en Europe. Les moteurs de la croissance mondiale sont en Inde, en Chine, au Mexique, etc. Et qu'il faut échapper à la dictature du court terme parce que dans le tableau de droite, vous voyez, la Chine, en 2050, dans 40 ans, c'est rien, 40 ans, va peser un tiers de la puissance mondiale. L'Europe va perdre la moitié. Donc ça veut dire que nous allons perdre un poids relatif sur le plan économique. Ça, c'est les taux de croissance. Je vous ai montré cela. Nous avons travaillé sur l'évolution des classes moyennes. En 2009, en Asie, vous voyez qu'on est tous à peu près... la classe moyenne européenne est la plus importante, avec 525 millions en Asie et 338 millions en Amérique. Si on se projette en 2030, la classe moyenne de l'Asie est multipliée par 6, l'Europe reste à peu près identique, les États-Unis à peu près identiques. Et quand on regarde sur les lieux de consommation, en 2009, dans les 5 premiers, il y a 3 pays européens, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En 2030, il n'y en a plus aucun. Et que la vraie classe moyenne, ça va être les Indes. Parce que la Chine va avoir une chute brutale en 2020 de sa démographie. Donc on voit bien que pour nos entreprises exploitatrices ou pour nos commerces qui viendront acheter chez nous, si vous allez maintenant dans les grands magasins parisiens, vous voyez qu'on fait la file et vous y voyez un pourcentage impressionnant d'Asiatiques, de vendeurs asiatiques, etc. C'est la traduction totale d'un pouvoir d'achat qui est en train de se déplacer sur ces zones nouvelles. Donc c'est aussi une formidable opportunité pour nous. Ça veut dire que quand on va passer de à peu près 1 milliard 200 millions de classe moyenne à peu près 4 milliards, c'est un pouvoir d'achat extraordinaire, avec des saturations de flux aéronautiques, etc. Mais ça, c'est un enjeu sur lequel la relativité du monde est en train de changer, et nous devons imaginer que nous allons avoir un poids qui va décliner de l'Europe. Je vous ai mis aussi quel est l'enjeu européen. J'évoquais ça tout à l'heure. Vous voyez l'écart entre l'Europe, qui est une entité, est en train de se déchirer en deux. L'Europe du Sud, c'est la France avec les services, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. L'Europe du Nord, c'est l'Allemagne avec l'industrie, avec le Pays-Bas. Voilà. On s'aperçoit que la croissance, depuis 10 ans, a été 4 fois supérieure, que le capital par tête, c'est en bas, 130 000 euros dans la zone sud, 170 000 dans la zone nord, c'est-à-dire que la capacité d'investir est considérablement réduite, mais surtout, on s'aperçoit que la zone euro est en train de faire en sorte que les plus forts deviennent plus forts et les plus faibles deviennent plus faibles. Je ne suis pas du tout pour la disparition de l'euro, au contraire. Mais l'euro devrait inciter à un pouvoir économique nouveau et un pouvoir politique nouveau. Mais on s'aperçoit que, par exemple, vous voyez, sur l'industrie manufacturière, l'excédent de l'Union européenne, c'est 174 milliards d'euros, uniquement 143 pour l'Allemagne.
Et donc là, il y a des déséquilibres infra-européens qui peuvent faire exploser l'Europe. Et dans les besoins primaires, notamment l'énergie, l'Europe est déficitaire de 307 milliards. Vous voyez qu'un des sujets politiques les plus redoutables aujourd'hui, c'est la croissance et l'énergie. Les États-Unis, avec les gaz de schiste, et je ne suis pas pour les gaz de schiste dans l'état actuel de leur exploitation, aujourd'hui vont être indépendants sur le plan énergétique. Ça a des conséquences géopolitiques incroyables, puisque les Américains sont en train de mettre leur porte-avions sur la Chine, relancent une industrie chimique, comme les Saoudiens, et si l'Europe n'est pas capable de relever le défi de la maîtrise du coût énergétique, il n'y a plus d'industrie chimique en Europe dans 15 ans. Donc on voit bien qu'il faut, en termes politiques, anticiper par rapport à cela. Le décrochage français, ce que j'évoquais, la France a perdu l'industrie, c'était une erreur stratégique de la France qui a joué les services plutôt que l'industrie. Et nous avons aujourd'hui un paradoxe, nous avons 80% de notre activité en service et nous exportons, 80% des produits que nous exportons sont des produits industriels. Et donc il faut absolument que nous retrouvions un dynamisme industriel. Je vous montrerai l'écart entre l'Europe et l'Allemagne. Il est significatif. Il est d'autant plus significatif que si je rajoute l'effort de recherche allemand et français, vous voyez que si la métamorphose, c'est forcément l'innovation, puisque le monde de demain, il faut l'inventer. Et le monde de demain, on l'inventera que si on est puissant sur la R&D. Or, vous voyez l'écart entre l'Allemagne et la France. La perspective politique, c'est compliqué. 2013, c'est le paradoxe. On risque d'avoir une bonne année boursière et une année sociale catastrophique. Et l'on voit bien que l'émotion des peuples va être très compliquée, puisqu'il faut qu'en même temps, les politiques apaisent les marchés et apaisent les peuples. Et c'est une donnée extrêmement difficile. Je vous ai mis cela parce que ça aussi, on n'est pas conscient de cela. Qu'est-ce qui s'est passé aux années 80-81 ? On a dérégulé les marchés financiers. Rappelez-vous Nixon et rappelez-vous M. Bérégovoy avec la désinflation compétitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, la finance mondiale était émise en fonction de la création de richesses et d'actifs. Et puis, on a libéré cette liaison entre je crée de la monnaie en fonction d'une réalité financière pour être dans la virtualité de la finance. Et l'on a émis de la monnaie, avec l'aspect spéculatif que cela représentait, sans pour autant être très corrélé à la création de richesses. Mais en termes de société, ça a des impacts assez nouveaux. C'est-à-dire que de la dernière guerre jusque dans les années 80, la lecture de ce tableau est simple. De 0 à 20, avec le rouge, c'est les 0 à 20 des revenus les plus faibles. Et quand vous allez totalement à droite, les top 5, c'est les 5% des revenus les plus élevés. Vous apercevez que le modèle de la société mondiale fait que la création de richesses retombe à peu près sur la totalité de la population. Donc il y a une acceptation d'une croissance répartie assez harmonieusement sur l'ensemble de la population. Chacun tire les profits de la croissance. Le basculement dans une société plutôt financière fait que depuis 80, les revenus les plus bas perdent du pouvoir d'achat et les revenus les plus élevés gagnent du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas choquant puisque les placements se font à 15% de rentabilité quand l'activité industrielle augmente de 2 à 3%. Mais ça perturbe complètement la cohésion d'une société. 5% des Américains ont capté 93% des créations de richesses dans les années 2012 et 2011. Jusqu'où les peuples accepteront-ils cette augmentation des inégalités infrasociétales ? C'est un sujet qui est lourd, qui n'est pas du tout appréhendé par les politiques, mais qui, à mon avis, va exploser assez rapidement. 9% des Français se sentent inutiles. Quand on parlera tout à l'heure de la nécessaire réflexion sur un rapport nouveau à l'activité, nous avons un système depuis la guerre qui consiste à compenser celles et ceux qui ont perdu leur travail par ce qu'on appelle les allocations chômage, avec l'espoir qu'on pourra les remettre dans le système économique. Une des questions, c'est est-ce que l'on croit aujourd'hui à la capacité du plein emploi ? La réponse est non, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, celles et ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification, la marche est très élevée. Mais si la socialisation passe par la dignité de la personne humaine, quelqu'un que l'on met en oisiveté ou en obligation d'inactivité perd ce que les Anglais appellent, par le travail, il y a deux mots, labor et work. Il y a le travail qui vous donne un statut social, un salaire, une rémunération, une place dans la société. Et puis il y a le travail que l'on vous amène à faire, c'est l'artiste qui crée une sculpture, c'est l'ouvrier devant l'épi de blé, c'est
capacité de faire quelque chose qui vous donne votre dignité. Et l'on voit bien que cet regard nouveau à l'activité fait que probablement il faudra que nous réfléchissions à ce que notre système social de cohésion sociale, qui est un système qui déculpabilise ceux qui travaillent parce qu'on paye pour ceux qui ne travaillent pas et qui soulage la conscience collective en disant on a une politique sociale importante, est peut-être en train de passer à côté de la destruction de la dignité de la personne humaine qui subit cette aide et qui peut créer cette humiliation dont j'évoquais tout à l'heure le sujet. Oui, ça, les jeunes, vous parliez des jeunes. On voit bien que nous sommes là aussi en train de déchirer les illusions de nos discours politiques. On croit à l'inclusion, nous sommes une société inclusive, mais en fin de compte, notre machine scolaire est une société d'exclusion. Puisque quand on a 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme, c'est 1 500 000 en 10 ans, et on sait que 51% des jeunes sans diplôme n'ont pas de travail. Ça veut dire qu'on met 750 000 personnes sur le chemin du chômage. Alors qu'en réalité, on y reviendra tout à l'heure, il y a probablement des espérances nouvelles à donner à nos jeunes. C'est un sujet sur lequel on reviendra. L'empreinte écologique, je vous ai mis ça un petit clin d'œil. On voit bien que notre planète a dépassé sa capacité de recouvrir au renouvellement de ses ressources depuis les années 90. Les 3 sujets fondamentaux sur le plan politique à l'échelon de la planète, dans tous les pays, on a ce type. C'est la démographie. L'Allemagne est en chute démographique. La Russie est en chute démographique. La Chine est en chute démographique. Et nous voyons bien que l'Europe, par exemple, a besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active. Donc le problème de l'immigration et de l'intégration est un sujet politique majeur qu'on n'aborde pas. Mais en même temps, on voit bien que si nous n'y prenons pas garde, et si on perd le sens de l'impôt en tant que citoyen, quelle chance j'ai de pouvoir payer une politique de solidarité collective en payant mon impôt. Mais si celui qui reçoit l'aide a perdu le sens de l'aide, quelle chance j'ai d'être dans un pays qui me prend en charge lorsque j'ai perdu mon boulot ou lorsque je suis malade. Nous allons quitter le champ de la cause d'une solidarité collective pour être sur celui des intérêts. Et j'en ai marre de payer les impôts pour ceux qui n'en payent pas, j'en ai marre de payer des impôts quand je travaille pour ceux qui ne travaillent pas, j'en ai marre. Et on voit très rapidement monter, si on n'y prend pas garde, des chocs de génération. De plus en plus de jeunes dire « je ne vois pas pourquoi je paye la retraite et la dette des vieux ». Et c'est un élément important, puisque dans le vote grec sur la Constitution, on a tous applaudi au vote majoritaire du oui à la Constitution européenne, ce sont les plus de 55 ans grecs qui ont voté pour la Constitution. Tous les jeunes ont voté contre. C'est-à-dire ceux qui devaient construire leur avenir, ils ont eu une expression démocratique négative. Et donc soyons attentifs à ce que ce problème politique de la démographie pose la capacité de l'intergénérationnel et de la complémentarité nouvelle et exigeante entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes. Le deuxième problème politique, c'est la localisation des lieux de ressources, des lieux de commercialisation, des lieux de fiscalisation. Il ne faudra pas rester sur un espace infra-européen où le Luxembourg capte les majors américaines uniquement parce qu'elle a un taux de TVA secret, d'ailleurs, un des plus bas. L'Irlande a créé... Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'on réfléchisse à une répartition assez homogène, sinon nous risquons, après le choc des générations, d'avoir le choc des territoires. Et puis le troisième sujet qui est le plus compliqué, qui nous concerne tous, c'est comment faire vivre ensemble des gens de plus en plus hétérogènes sur un même territoire. Si nous n'y arrivons pas, les personnes âgées accepteront de moins en moins de remettre en cause leur avantage, même si c'est au profit des jeunes qui montent, en disant mais les jeunes qui se débrouillent. Et les jeunes accepteront de moins en moins de payer le poids des retraites. Mais c'est vrai aussi pour l'étranger, c'est vrai aussi pour celui qui n'a pas la même culture. Et le XXIe siècle est le siècle de l'altérité, et ça veut dire le siècle de l'autre, et de la diversité, donc de l'acceptation de l'autre. Un moment où les réflexes sont plutôt, plus il faut penser moyen terme, plus je pense court terme, plus il faut penser l'autre, plus je pense individu, plus je pense partage, plus il faut penser partage, et plus je pense chacun pour soi. Donc nous sommes devant des défis politiques extrêmement importants et extrêmement intéressants, mais qui fait que si nous les dépassons et si nous les abordons, nous pouvons construire un projet de société collective. Si nous ne les abordons pas, nous risquons d'avoir cette évasion de la réussite. Les jeunes qui réussissent diront « je vais conquérir le monde ». Les jeunes qui échouent seront localisés dans le quartier, c'est la localisation de l'échec, l'évasion de la réussite, et la classe moyenne se sentira écrasée entre l'évasion de la réussite et le poids des échecs. Et nous risquons d'avoir là des tensions géopolitiques assez redoutables. C'est intéressant parce que
l'on voit bien que lorsqu'une société est déboussolée, et lorsque les décideurs donnent l'impression d'être impuissants, les sentiments deviennent des ressentiments. C'est-à-dire que le sentiment national devient une colère nationale. Le sentiment que j'ai pour mon prof devient une colère pour mon prof. Parce que je suis en situation d'échec et que je n'accepte pas. Et donc, l'on voit bien que si les Français sont plutôt des grands sentimentaux, essayons d'éviter que leurs sentiments deviennent des ressentiments. Parce qu'on peut changer les impôts, on peut changer de politique, on peut changer, etc., en 2 ou 3 ans de temps. Changer l'état d'esprit, c'est 30 ou 40 ans. Et donc, il faut être attentif à ne pas perdre une opportunité. C'est aussi la première fois où, depuis la guerre, il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale. Tout le système occidental consiste à dire si vous êtes puissant économiquement, vous serez puissant militairement, vous serez puissant culturellement, et vous serez heureux de vivre. Et les gens disent, mais Irak, Afghanistan, pas brillant. La société américaine n'est pas la société la plus heureuse, puisque la population la plus endettée, c'est les étudiants qui n'arrivent pas à rembourser leurs prêts, qui ont payé leurs études. Et l'on voit bien que le niveau de pauvreté est en train d'augmenter chez nous. Et donc c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, l'économie, c'est pas pour remplir les portefeuilles, c'est pour remplir les cœurs d'un peu de joie. Et donc, il y a peut-être une quête nouvelle de retrouver une espèce de joie de vivre qui a aujourd'hui un peu disparu. C'est quelque chose de tout à fait intéressant dans cette période, puisque si vous acceptez la notion de la métamorphose, ça veut dire que le monde ancien est en train de disparaître, mais dans cette esprit-là, la destruction précède toujours la construction. Et donc nous sommes dans un moment très compliqué, où l'espérance du monde nouveau n'est pas encore suffisamment perceptible pour que je ne m'accroche pas à l'allègement de la douleur de la disparition du monde ancien. Et on le retrouve dans beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que le bruit des arbres qui tombent est supérieur au bruit des arbres qui poussent. Que l'on voit bien que dans la croissance européenne, ce qui est en cause dans le ralentissement de la croissance européenne, ce n'est pas le ralentissement de l'investissement public, ce n'est pas le ralentissement de la consommation des ménages, c'est le retrait de 350 milliards d'euros d'épargne qui se retiraient du financement économique parce que le taux de profitabilité du monde qui disparaît chute, donc on se retire, et on ne s'investit pas à nouveau sur le monde nouveau qui apparaît parce que le taux de profitabilité n'est pas suffisamment fort. Et l'on voit bien que nous sommes dans cette phase de transition qui perturbe et les pouvoirs politiques, et les pouvoirs économiques, et les pouvoirs syndicaux, parce que toutes les équations sur lesquelles nous avons fondé nos convictions sont aujourd'hui remises en cause. Les Américains viennent de découvrir qu'en injectant 1300 milliards de dollars, ils ne créent que 300 milliards de PIB. Donc la théorie keynésienne ne marche pas, le moteur ne marche pas. Et pourtant, Bernanke, le président de la Banque fédérale américaine, a dit on lâche les vannes tant qu'il n'y a pas un taux de chômage inférieur à 6,5. Donc on va voir une invasion de liquidités de dollars au moment où l'Europe est en train de réguler ses activités bancaires. Et où la Chine est aujourd'hui confrontée à une tension à l'intérieur du pays sur une spéculation immobilière qui fait qu'aujourd'hui, on a des autoroutes sans voiture et des immeubles sans locataires, avec des régions chinoises qui ont investi jusqu'à 130% de leur PIB en une seule année. Parce qu'il fallait, pour soutenir la croissance, injecter de la monnaie chinoise dans tout projet d'infrastructure. Et l'on voit bien que c'est quelque chose qui est tout à fait important en termes culturels, où nous devons changer notre regard, et c'est là où on en revient. Et c'est là où la force de la jeunesse peut être assez extraordinaire. Parce que les jeunes sont aujourd'hui libérés de nos lunettes, de nos habitudes, de nos traditions. Et ils sont même d'ailleurs convaincus que la crise est une formidable opportunité. C'est déjà arrivé une première fois dans l'histoire de la société. Et ça a été un moment de créativité extraordinairement forte. Lorsque les Américains étaient en train de crever de faim, en pleine crise, en pleine métamorphose, un Américain a dit « Je ne peux pas laisser mes concitoyens mourir de faim, je vais offrir des repas à 25 cents ». Ça a été le démarrage de la chaîne McDo. Un constructeur d'avions a dit « Mais je ne peux pas laisser les Américains uniquement réserver les riches au transport d'avions avec des petits avions privés. Je vais créer l'autobus volant ». C'était le démarrage de Boeing. Et aujourd'hui, nous voyons bien que la crise en France fait que la plus belle réussite économique, c'est le site Le Bon Coin. C'est un monsieur de la Seine-Saint-Denis qui a créé un site d'échange et qui fait que chacun se sent aujourd'hui dans la crise marchand. Je n'arrive pas à m'en sortir, je vends ma voiture, j'échange mes vêtements. Et donc nous voyons des comportements nouveaux, extrêmement créatifs, extrêmement inventifs.
Et on a perdu 500 000 emplois dans l'industrie, on est en train de créer 750 000 emplois dans l'économie par le numérique, avec des tas de start-up qui souvent sont basées avec des jeunes étudiants qui créent leur boîte. Et on voit d'ailleurs des jeunes qui deviennent extrêmement performants à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, mais avec un système bancaire qui n'est absolument pas adapté à cette prise de risque, avec un système universitaire qui n'est absolument pas adapté à cette capacité qu'ont les jeunes d'inventer et d'accorder leurs brevets, etc. Et nous devons aujourd'hui accepter de retrouver cette aventure, ce goût de l'aventure, cette prise de risque, cette invention du futur que les jeunes ont en main. Et quelques perspectives sont nouvelles. Par exemple, l'économie circulaire. Nous soutenons la démarche d'Hélène MacArthur et l'étude McKinsey qui prouve que c'est 500 milliards de dollars de croissance au niveau de l'Europe et des dizaines de milliers de créations d'emplois. Pourquoi ? C'est le système économique dans lequel nous sommes. J'extrais de la matière première, je la transforme, je la distribue, je la consomme, je la jette. Nous sommes aujourd'hui dans une empreinte écologique qui est aujourd'hui déséquilibrée. Si nous continuons à accompagner la croissance du monde avec des Chinois qui veulent doubler le pouvoir d'achat par habitant, nous sommes à 30 000 euros par habitant en France, ils sont à 3 500, le président chinois veut les passer à 7 000. Ça veut dire qu'on fait exploser la planète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on révise nos équations et qu'à chaque étape de transformation d'un produit, ce soit le démarrage d'un cycle. C'est-à-dire que entre l'extraction et la transformation, avant de consommer, j'internalise le fait du recyclage. Et aujourd'hui, chez Renault, par exemple, il y a des ouvriers qui ont travaillé sur des ateliers et qui ont découvert il y a relativement peu de temps qu'entre les moteurs rechappés et les moteurs neufs, il n'y avait pas de différence, mais il y avait un recyclage. Et donc aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a une économie nouvelle qui peut se mettre en place avec des créations d'emplois, le respect des ressources naturelles et des plus-values pour les entreprises. Et ça, les jeunes sont complètement investis sur le sujet. On voit bien que l'économie de l'immatériel, du numérique, du collaboratif, c'est absolument fabuleux ce qui est en train de se passer. Si on passe de 20 à 50% de recyclage des biens de consommation, on économise 700 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il faut qu'on révise complètement notre façon de consommer, notre façon de produire, et donc on voit bien qu'on va passer de l'acquisition à la location. Et c'est vrai que, par exemple, on a déjà, dans un certain nombre de pays, au lieu d'acheter une machine à laver qu'on change tous les 10 ou 15 ans, on achète de très grosses machines à laver collectives qui durent 30 ans. Donc on est dans des schémas tout à fait intéressants. C'est d'autant plus intéressant que je suis convaincu que la croissance européenne a ralenti. Quand on était dans les années 60, on avait une croissance à 4,5%. Là, on est dans une croissance à 0,8%. Donc je crois que nous sommes entre 1, si on est optimiste, 1,5, très optimiste, 2 points de croissance sur les 10 ou 15 années qui viennent en Europe. Les pessimistes diront, on ne s'en sort pas. À ce niveau-là, on ne finance pas la retraite et la santé, on ne crée pas les emplois, et surtout, on double son pouvoir d'achat en 20 ans à 4 points, on double son pouvoir d'achat en 70 ans à 1 point. Ça veut dire que nos jeunes ne pourront pas, comme nous, acquérir, ils sont obligés de louer. Et donc la vraie question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut être propriétaire pour être heureux, c'est avec un taux de croissance à 1 point, comment être plus heureux. Et l'on s'aperçoit que là, on peut inverser complètement les choses. Et là, on sortira de nos schémas de normes. On crée des maisons de retraite en respectant les normes à 2200, 2500 euros par mois, quand le niveau des retraites est à 900 ou 1200 euros. Comme il n'y a plus d'argent public, est-ce qu'on ne peut pas créer des maisons de retraite à 1200 euros, tout en étant le même confort? On a des logements qui accordent immédiatement à 100% les normes handicap. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner aux handicapés un droit à 100% d'avoir accès à un logement adapté aux normes? On économise 15 à 20% sur le logement. On voit bien qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, à Genève, le salon de l'automobile, c'était les 4x4 rutilants, etc., etc. Aujourd'hui, les consommateurs demandent des voitures respectueuses de l'environnement, y compris peut-être des voitures électriques, dans lesquelles, quand on va les garer chez soi, on va brancher et revendre l'électricité qu'on a agamisinée en roulant dans des réseaux. On va produire sa propre économie. Donc, on voit bien que dans un ralentissement de croissance matérielle, il va falloir que nous réfléchissions à un changement qui va passer à la notion de résilience sociétale. Boris Cyrulnik travaille beaucoup sur ce sujet, c'est comment aider la société japonaise à se reconstruire après le choc de Fukushima, comment aider la société norvégienne à se reconstruire après avoir découvert qu'en son sein elle avait nourri un meurtrier comme Breivik, comment reconstruire la société européenne et notamment française, de se dire que ce n'est pas la splendeur de Versailles qui va garantir la splendeur de notre avenir, mais qu'au contraire, c'est en revisitant tous nos schémas de pensée que nous allons peut-être donner un peu plus de bonheur à vivre, c'est-à-dire comment aider les enseignants
au lieu d'obliger à apprendre, à aimer apprendre, au lieu d'obliger à travailler, à aimer à travailler. Et l'on voit bien que ce sont des enjeux absolument enthousiasmants. Et l'on voit bien que ça passe par la notion de cohésion sociale, dans lequel j'attribuais une allocation à la vitalité sociale et à la solidarité de proximité. On voit bien que sur nos territoires, il va y avoir de nouveaux sociétés de partage, qu'on retrouve ce sens de l'autre, de l'écoute, de pouvoir partager. Et ça, c'est quelque chose de totalement passionnant parce que nos jeunes ont parfaitement compris que leur avenir était compliqué et ils ont des tas de copains. Et ils ont souvent une propre famille de copains plutôt que quelquefois des tensions au sein de leur propre famille. Donc on voit bien que nos jeunes sont bien plus purs, bien plus intentionnés, bien plus généreux dans leur attitude que nous ne le sommes. Et nous avons probablement à réfléchir à un nouveau rapport à la pauvreté, à un nouveau rapport à l'activité et à un nouveau rapport aux biens non matériels. On parle beaucoup d'écologie, on ne parle pas d'écologie sociale. L'écologie sociale, c'est l'homme dans son environnement. Or, aujourd'hui, toutes les analyses philosophiques, sociologiques et psychiatriques montrent que l'homme ne peut pas être heureux dans un environnement qui est malheureux. Et donc, comment imaginer qu'un enfant puisse être heureux dans une famille qui ne l'est pas? Comment imaginer qu'un citoyen soit malheureux dans un quartier qui ne l'est pas? Etc., etc., etc. Et l'on voit bien que le combat pour retrouver l'enthousiasme passera aussi par des problématiques d'estime de soi et de confiance, j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Et l'on voit bien aussi que nous sommes à la fin d'une société de la consommation. Car avant, nous avions une pensée, spirituelle ou pas, qui acceptait le quotidien que j'évoquais tout à l'heure. Dans la société de consommation, l'homme vaut plus pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Et il est en permanente frustration parce qu'il n'arrive pas à satisfaire ses envies. Mais il est parfaitement prouvé aujourd'hui que quand on a laissé transformer l'homme en matérialité, l'homme est moins heureux que s'il était au contraire dans la spiritualité. Je ne parle pas de la religion, je parle de la spiritualité. Et donc ça veut dire que la quête de sens, le sens à donner à sa vie, est un élément intéressant parce que au moment où la médecine va donner du temps à notre vie, la vraie question c'est comment donner de la vie à notre temps. Et c'est un sujet qui est tout à fait intéressant. Edgar Morin le disait d'ailleurs, il disait comment aider les politiques qui considèrent essentiel de s'occuper des urgences, alors que pour moi l'urgence c'est de s'occuper de l'essentiel. Et c'est un sujet sur lequel nous devons travailler puisque l'on voit bien que la croissance matérielle va ralentir. Nous avons mis 500 ans pour doubler notre niveau de vie, des années 1300 à 1800. On a mis 100 ans, de 1800 à 1900, c'était le démarrage de la révolution industrielle. Ensuite, formidable accélération. On a mis 28 ans des années 30 aux années 60. On a mis 30 ans des années, c'était Pompidou, etc., etc., etc. Et donc, on est resté sur ce schéma que la croissance est extrêmement rapide. Eh bien non, on revient à la vitesse de la croissance qu'on a connue entre les années 1800 et 1900, qui n'était pourtant pas des croissances malheureuses. C'était à la limite une société insouciante, qui avait moins de matériel. Donc, il faut que nous nous habituions à réfléchir à ce ralentissement de croissance. Et donc, la vraie question, c'est pas quelle croissance il faut que j'obtienne pour que les gens soient heureux, c'est avec croissance faible comment faire en sorte que les gens soient plus heureux. Et là, mais on n'y reviendra pas, mais c'est un peu trop long, mais je laisserai le slide. On doit passer du jeu individuel au nous collectif. On doit réapprendre le collectif. On doit passer du ressentiment au réenchantement. Comment aider nos jeunes à ne pas être banalisés par les inventions de la technologie? Nous, notre génération, on a connu les Spoutnik, les téléphones, la télévision, c'est extraordinaire. Moi, j'ai emmené mon gamin au tunnel sous la Manche quand il était truc, et je lui ai dit, combien ça te fait? Moi, j'étais impressionné dans le tunnel, etc. Il m'a dit, ça fait 30 minutes. Parce que ils ont aujourd'hui ça. Moi, je trouve ça, à chaque fois que je téléphone à l'autre bout du monde, je me dis, mais c'est incroyable, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de truc, c'est extraordinaire. Je suis un gamin émerveillé. J'ai un petit-fils là qui a 2 ans, il s'en fout complètement, lui prend ça, il trouve ça. Nous sommes nés avec l'ordinateur, eux ils sont nés dans l'ordinateur. Et donc on voit bien que les comportements n'ont rien à voir. Donc on voit bien que dans la société verticale qui est la nôtre, où on aime bien le pouvoir d'en haut, aujourd'hui on va rentrer dans une société horizontale. Et aujourd'hui donc, celui qui va exercer un pouvoir, il ne doit pas se sentir supérieur, il doit se sentir plus responsable. Et la société verticale, on a le contrôle, on demande à ce que le prof contrôle. Aujourd'hui, dans une société verticale, on régule. Et donc, on voit bien que dans nos sociétés collectives, il faut un pouvoir de régulation et pas un pouvoir de contrôle. Parce qu'il faut alimenter la capacité de l'autorégulation. Donc, c'est des sujets tout à fait intéressants sur lesquels on voit bien, par exemple, que l'individu, il veut plus appartenir. J'appartiens à ma famille, non. J'appartiens à un parti politique, non. J'appartiens à un syndicat, non. Je choisis un syndicat, je choisis un parti politique, je choisis un engagement
avec d'ailleurs, au nom de ma liberté, la volonté de pouvoir remettre en cause cet engagement. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on contraint les jeunes à appartenir à quelque chose, on fait une erreur dramatique. Il faut leur offrir le choix de construire leur conscience et de leur permettre de choisir. Et leur choix, à ce moment-là, est beaucoup plus solide. Et l'on voit bien que c'est très compliqué, parce qu'au lieu de les obliger à apprendre et à venir à l'école, il faut les inciter à aimer venir à l'école. Au lieu de les obliger à venir travailler, il faut les aimer à venir travailler. Et ça peut être un formidable challenge pour les enseignants. Parce que aujourd'hui, au lieu d'acquérir des connaissances, les connaissances sont dans l'ordinateur. Il faut leur donner l'envie d'apprendre, la gourmandise de découvrir. Il faut éveiller les consciences plutôt que de remplir les têtes. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux, parce que les enseignants, me semble-t-il, sont prêts à faire ce genre de choses. Mais c'est le système qui contraint. Parce qu'on demande aux enseignants de respecter plus les programmes que les élèves. Et c'est un sujet sur lequel, là aussi, nous devons être attentifs. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Bon, alors je vais... Oui, bon, je parlais un peu du CESE, mais je veux dire que c'est assez passionnant ce qui est en train de se passer, parce que je voudrais terminer là-dessus pour vous dire que nous sommes dans des inversions extrêmement fortes. Nous avons été élevés, protégés par nos parents jusqu'à 18 ans de la cruauté du monde. Et notre problème, c'est qu'on arrivait plus chaud à 18 ans avec des problèmes de refoulement sexuel de caractère freudien. Nos jeunes aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité du monde dès le plus jeune âge. Ils voient la cruauté du monde avec la banalisation de la violence sur les écrans de télévision. Les parents ne protègent plus leurs problèmes, parce qu'on associe l'enfant aux querelles du couple, aux angoisses du papa qui a perdu son boulot, etc., etc. Et l'enfant vit un monde de violence absolument incroyable à l'école. Donc la banalisation de la violence est un élément que nous devons intégrer. Et aujourd'hui, les psychiatres sont absolument convaincus, les études le prouvent, que quand vous prenez un groupe d'adultes, que vous le mettez devant, je sais pas, on va citer les feux de l'amour, je ne connais pas ce truc, mais un truc un peu zen, ou que vous les mettez devant des épisodes extrêmement violents, vous prenez ces groupes d'adultes, vous les remettez devant une situation, celui qui a vécu des moments violents sera violent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont deux problèmes, leur quête d'identité et la mésestime de soi. Qui je suis? Or, quand vous avez une identité faible, vous vous construisez dans la conflictualité. Quand vous avez une identité forte, vous vous construisez dans le partage. Et l'on voit bien que aujourd'hui, nous avons besoin, si on veut avoir une identité européenne, de reconstruire l'identité de la France. Si on veut reconstruire l'identité de la France, il faut reconstruire l'identité franc-comtoise, bretonne, corse, etc. Et si on veut reconstruire l'identité de nos enfants, il ne faut pas écraser nos enfants. Il faut valoriser nos enfants. Mais en même temps, ils ont une mésestime d'eux. C'est-à-dire que tout notre système ne leur donne pas confiance. À un moment donné, ou un monde qui s'ouvre devant eux, c'est au contraire qu'ils aient confiance en eux. Or, quand on les met en situation d'échec et n'ont pas de potentiel, on accroît leur mésestime d'eux-mêmes. Et combien de fois vous voyez de jeunes talentueux qu'il faut pousser quasiment sur la scène, non, j'y arriverai pas, etc., etc. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi renverser cette choc culturel. On est un pays qui cultive la mésestime sur soi, la culpabilisation, au moment où il faut retrouver le goût de l'enthousiasme, le goût de l'aventure, ce qui est d'ailleurs l'apparence permanente des jeunes. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, pour les jeunes, le monde ancien est un monde compliqué, le monde nouveau est un monde mystérieux mais enthousiasmant. Et que tout notre moyen aujourd'hui, c'est de retrouver pour les jeunes cette capacité de concevoir, d'imaginer. J'ai hébergé Reporters d'Espoir. Je vais dans les quartiers difficiles de Paris. Où se trouvent les lieux de créativité les plus puissants? Dans cette photo de gauche, c'était dans les caves parisiennes. 60% d'absentéisme scolaire. 100% de créativité. Avec des gamins qui vous disent bonjour quand vous rentrez. Des écoles de danse, de photos, de musique, de cinéma, de création de t-shirts, d'entreprises, de financement absolument extraordinaire. Mais évidemment, le système a peur parce que c'est en dehors des chantiers. Or, les crises, c'est un moment de créativité majeure. Et forcément, si vous voulez que les jeunes soient créatifs, il faut qu'ils créent des choses qui soient différentes et qui nous perturbent. Et il faut que nous acceptions, nous, notre génération, notre inconfort par la création des jeunes. Sinon, c'est les jeunes qui seront en situation inconfortable et à un moment donné, ils chercheront leur confort ailleurs. Et donc, nous sommes dans des moments de métamorphose passionnants, enthousiasmants. Tout peut arriver, même le pire, mais peut-être aussi le meilleur. Et quand on évoquait ça avec vous tout à l'heure,
de voir ce nombre de chercheurs qui trouvent, parce que la France est un pays de chercheurs, notamment fondamentaux, pas assez appliqués, et qui n'arrivent pas à exploiter leurs brevets en France, il y a quand même quelque chose qui est un peu curieux. Et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes qu'il faut critiquer, c'est le système qui n'empêche la fertilité des jeunes. Et donc c'est l'inversion aussi du local et du central. Le local est fertile, le central est stérile. Or le pouvoir, il est systématiquement central. Donc nous voyons bien que nous sommes en train de voir une inversion des choses, une évolution de notre société, et je trouve que c'est assez passionnant, à condition que nous qui avons le pouvoir, quel qu'il soit, nous ayons suffisamment de lucidité, suffisamment d'honnêteté, suffisamment de responsabilité pour accepter d'ouvrir un débat dont la conséquence sera peut-être la remise en cause de la structure de laquelle nous jouissons du pouvoir, de la rémunération, etc. Et c'est, je trouve, cette formidable phrase que je me suis permis de donner au président François Hollande lorsqu'il est venu au Conseil économique, social et environnemental, en disant, j'ai en tête en permanence cette phrase de Winston Churchill qui disait « L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération ». Et donc aujourd'hui, nous avons absolument besoin de retrouver ce sentiment de l'intérêt général qui est en train de disparaître à toute vitesse et qui fait que quand cette perception que nous avons d'une responsabilisation sur le futur, nous passerons notre temps à consommer et à survaloriser le présent, c'est-à-dire d'être à peu près certain de rater le train de l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Delevoye, Monsieur le Président. Je vais donc donner très rapidement la parole à la salle, s'il y a des questions. Oui. Voilà. Monsieur Delevoye, j'ai entre les mains le grand débat sur l'identité nationale, où j'ai participé. Je me présente un peu, bon, j'ai 25 ans de prison derrière moi comme enseignant. Je suis de l'enseignement spécialisé. J'ai fait le Maroc où la France est... J'ai une idée de la France qui n'est pas celle des Français. J'ai la France universelle. Peut-être que je vois plus, moi, dans ce choc que vous avez présenté, d'abord des pays, j'aurais deux questions. C'est vrai que moi, je vois, quand j'entends parler des jeunes, j'entends plus parler de Bombay, de Sydney, de Milan, de Barcelone, et non pas de l'Espagne, de New York, ou je ne sais pas. Je pense qu'on est aussi dans un monde de mégalopodes, y compris en Chine, Shanghai, Hong Kong, etc., Singapour, où les jeunes se dirigent, et il n'y a plus chez les jeunes cette notion d'État comme nous on l'a, déjà. Je crois pas, moi je crois plutôt au choc des civilisations au choc des villes, au choc des mégalopodes. Alors en France, on a peut-être Lyon, on a peut-être l'axe Milan, je ne sais pas, Genève, etc. Vous avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, tous les grands centres économiques sont quand même des petits pays, hein, Monaco, tout à l'heure, bon, ouais. Les îles Jersey, bon, etc. Voilà, je crois pas, moi, je crois justement à un déchirement aussi mondial. Hein. On parle pas du Japon, mais on parle de, voilà, on parle plutôt des grandes villes, des grandes mégalopodes. Et les jeunes sont attirés par là. Et les Français s'en vont là-bas. Nos jeunes s'en vont dans ces villes-là. Ils ne restent pas chez nous. Bon. Alors, moi, j'en suis resté un peu pantois. Hein, de ce grand débat sur l'identité nationale. J'ai vu les anciens un petit peu bon, crouler parce qu'avec leurs idées républicaines, etc. Et toujours aussi, hein, pour tout ce qu'il fait, le français s'en remet à l'État. Il y en a un peu marre aussi, parce que le français, c'est pas un citoyen, c'est un monsieur qui pense que l'État va tout faire pour lui. L'État papa, c'est ça la France. Hein. Alors que vous avez dit tout à l'heure qu'on allait dans un sens... horizontale, et donc si on est responsable, il faudra qu'on soit citoyen, parce que si on n'est pas des citoyens, c'est pas la peine. Et je pense que là, je parle à un représentant du peuple, et pas à un élu, ce qui est complètement différent pour moi. Alors, j'ai entendu évidemment des jeunes du Maghreb qui m'ont dit la France, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Voilà ce que j'ai entendu. Hein, j'ai plus entendu des termes d'hexagone que des termes de France, parce que il y a des fois, d'ailleurs sur notre monnaie, hein, la pièce de 2 euros, les Italiens, ils ont mis Léonard de Vinci, et nous, on a mis l'hexagone. Hein, ça fait longtemps qu'on met l'hexagone. La France n'existe plus, c'est l'hexagone. Or, l'hexagone, c'est pas la France.
Et je pense aussi que la France, elle est différente aussi, puisque j'ai parlé des grandes villes, elle est différente à l'Est. Vous avez parlé de la régionalisation. Ici, on est en Franche-Comté. On est français depuis 14 seulement. Hein. Et on est aussi plutôt de religion catholique, mais universelle, romaine, enfin, en général. Voilà. Ça, donc, il y a une identité. Il y a une identité ici en Franche-Comté qui n'est pas l'identité non plus. Et je pense qui n'est pas l'identité bretonne, qui est très forte aussi. Qui est pas... voilà. Alors on part de là, excusez-moi, rapidement, voilà. Je vais faire très vite, mais qu'est-ce que vous répondez? Je pense que les jeunes là-dedans sont un peu perdus. Alors moi, je pense qu'il faut repartir de la région, en effet, et puis remonter, parce que franchement, je crois qu'il y a un gros problème avec nos jeunes. Il faut qu'on change cette citoyenneté-là, ça ne va plus. Voilà. Alors très rapidement, pour laisser le choix, moi je vous disais tout à l'heure, je crois, contrairement à ma conviction, j'ai changé. Il y a la conception du peuple allemand, Volk, qui s'est construit par le renforcement des identités régionales et de savoir ce que chaque identité régionale pouvait mettre en commun dans le peuple allemand. Puis il y a la construction du peuple français, qui a consisté à faire disparaître la diversité régionale pour amener un pouvoir central, langue unique, monnaie unique, etc., etc. Donc culturellement, la construction du peuple allemand et la construction du peuple français s'est fait de façon totalement différente. L'un par le partage, l'autre par la contrainte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut renforcer l'identité de la France, qui est absolument essentielle à mes yeux dans l'échiquier du monde, par le renforcement des langues vernaculaires, des identités régionales, parce que plus on sera franc-comtois, plus on sera français. Plus on sera français, plus on pourra être européen. Parce que dans le partage avec l'autre, on ne peut être debout et ouvrir les bras à l'autre que si on a une identité forte. Si on a une identité faible, ce qui est le problème des jeunes, on se construit dans le conflit. Et donc moi je crois que cette notion d'identité de la France, regardez les Américains. Ils ont formidablement réussi la diversité parce que dès l'école, on leur a appris le Dream America. Or, en France, on avait une espèce de pudeur à parler de la fierté d'être français. Et je crois que, contrairement à ce que l'on pense, alors je suis peut-être un peu nostalgique, j'ai peut-être totalement tort, je crois qu'on est quand même un peu orphelin de la France et que dans la transmission des connaissances et des valeurs, qui étaient souvent verticales, du haut vers le bas, l'ancien transmettait la connaissance aux jeunes et aussi les valeurs. Aujourd'hui, cette transmission se fait de haut à l'inverse, c'est-à-dire que c'est le jeune qui apprend au papy comment on sert des technologies, etc., et sur Google. Bon. Mais on a laissé tomber la transmission des valeurs. Et je crois que dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement ouvert, la mondialisation n'est pas l'uniformité. Et que probablement un des langages, une des puissances du monde, c'est la diversité. Il faut qu'on revienne à la notion de la culture. La culture, c'est la fraternité, c'est pas la supériorité. Il faut qu'on revienne à la notion, si on est dans un monde de partage, on ne partage avec l'autre que dans la différence avec l'autre, si ma différence est marquée. Donc je crois que la nécessaire obligation de reconstruire une identité, une fierté d'être français, une spécificité française, c'est pas l'opposition de l'autre. Nous, on a construit une identité française avec la notion de la supériorité. Vous, les Français, vous êtes supérieurs aux autres, etc. Et on apparaît tous dans le monde entier comme des mecs orgueilleux, méprisants, etc. Soyons attentifs à ce que paradoxalement, dans l'ensemble des rencontres internationales, on attend des Français la créativité, l'inventivité, la culture, la philosophie, la peinture, le truc, etc. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Je n'ai pas forcément la démarche, mais je suis convaincu que dans les enseignements, on doit retrouver le sens de l'humanité, parce que nos jeunes, ils vont rencontrer demain des Indiens, des musulmans, des trucs, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que nous acceptions en France que nous soyons paradoxalement avec une identité française, avec une diversité culturelle. Les Français sont restés avec la conviction qu'on était tous blancs, chrétiens, etc. Pas du tout. La France est un des pays les plus divers au monde, moins que les États-Unis, mais plus divers. Et le débat, c'est où on a le communautarisme, et c'est un échec en Angleterre, où on a au contraire la capacité de construire de façon transcendante un certain nombre de valeurs communes que l'on peut partager, même si on a des philosophies, des cultures et des religions différentes. Et c'est un des formidables enjeux qui, d'ailleurs, nous amène aussi à des chocs culturels. Moi, je comprends aussi quelquefois le désarroi des enfants maghrébins quand ils sont français depuis la 2e ou 3e génération et qu'on dit toujours français de 2e ou 3e génération. Ils sont français. Résultat, ils ne sont pas algériens en Algérie, ils ne sont pas français en France. Et c'est évidemment qu'aujourd'hui, on est en train de créer une violence absolument incroyable. Donc ce débat est un débat compliqué, difficile, politiquement explosif, exploitable par les partis extrémistes ou populistes,
Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, si nous ne reconstruisons pas une offre politique responsable, et si nous ne soutenons pas les responsables politiques à retrouver un crédit, nous allons avoir des phénomènes comme Beppe Grillo en Italie, où lui, sans parti politique, sans émissions de télévision, sur 3 réseaux sociaux, avec un seul slogan, sortez les sortants, se retrouve maintenant à 20% des suffrages, il ne sait pas quoi en faire. Donc si on a la volonté de laisser détruire le système sans avoir de perspective d'alternative du système, etc., mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aide les politiques à déchirer le voile de l'hypocrisie. On est un pays en France où tous les politiques disent « nous sommes tolérants ». Moi, je suis un grand tolérant, mais si tu n'as pas la même carte politique que moi, tu es un con. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de cultiver une espèce d'intolérance extérieure au nom d'une tolérance. L'hypocrisie, c'est fini. Et c'est plutôt le côté sympathique des choses. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi un débat responsable entre l'opposition et la majorité. Si l'opposition ne veut gagner le pouvoir que sur l'échec de la majorité, c'est une erreur absolue. Il faut qu'elle fasse un projet crédible. Et si la majorité continue... Aujourd'hui, on voit bien que l'offre politique entre la gauche, on sent bien que c'est l'Europe qui divise, et qu'entre M. Mélenchon et M. Hollande, ce n'est pas le même combat. Et à droite, c'est la même chose. Donc les Français ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, ils ont une classe politique qui s'entend pour le pouvoir, qui ne s'entend pas sur les idées. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on aide pour essayer d'avoir une adéquation entre les convictions et les actions? C'est un sujet lourd, compliqué, parce qu'il y va de notre démocratie. Et toutes les décisions qui sont à prendre sont des décisions politiques. Ce n'est pas l'économie qui va décider, c'est le politique. Et le politique à l'échelon mondial, le politique à l'échelon européen, le politique à l'échelon national. Et si on laisse se détruire et fragiliser notre démocratie, eh bien, je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est le populisme ou l'extrémisme. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir organisé ce débat. Merci de nous avoir invités, vous, monsieur Delevoye, et de nous avoir ouvert les fenêtres, dépoussiéré toutes ces pensées un peu anciennes et qui nous paralysent. Et je voulais revenir sur un point précis et vous poser une question précise sur la question que vous avez évoquée des 350 milliards qui se retirent ou s'évaporent, question de la profitabilité. Et c'est une question qui nous entraîne dans le problème. Alors, excusez-moi de ne pas trop penser la métamorphose à cette heure, mais de parler du concret aujourd'hui. Vous savez que les parlementaires sont souvent quand même, malheureusement, le nez dans le guidon, et que nos économies occidentales sont dans cette impasse, avec ce dilemme extrême de savoir, pour compenser ces 350 milliards qui se sont sauvés et qui font que, notamment, il y a de la dette, à devoir soit augmenter les impôts, ce qui est devenu aujourd'hui extrêmement impopulaire. On dit que la France est dans le haut du panier, encore qu'il faudrait relativiser parce que dans ces 56% de taux de prélèvement, il y a des choses qui sont financées en France qui ne le sont pas ailleurs, qui sont par le privé. Je pense à la protection sociale qui est inclue dans ces 56%. Dans d'autres pays, les taux sont bien plus bas, mais c'est des gens à titre privé qui financent. Bon, il faudrait relativiser. Mais n'empêche que l'impôt est devenu extrêmement impopulaire. Et de l'autre côté, il faudrait réduire la dépense publique. Et on en voit bien les limites. On voit comment la Grèce, aujourd'hui, après avoir s'être engagé dans des réductions drastiques, a aujourd'hui une dette qui a augmenté. Donc on est complètement coincé. Et c'est là que vos 350 milliards interviennent, parce que c'est ça qui nous manque, qui nous fait qu'on est dans ce choix impossible. Comment réintégrer ces 350 milliards, dont on sait qu'une grande partie s'est sauvée dans des pays étrangers, des paradis fiscaux notamment, enfin bref, à profiter à une minorité, à une caste minoritaire qui s'est accaparée au titre je n'investis plus dans l'économie réelle, mais dans l'économie financière, et je m'accapare des profits. Donc toute la question, et la question aujourd'hui, à mon avis, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, sur non pas l'augmentation des impôts, mais la lutte contre, d'une part, l'évasion fiscale. Mais justement, prenons le bon de ce côté, c'est peut-être ça qui va nous aider à renforcer cette lutte. Comment on fait pour lutter contre l'évasion fiscale au niveau de la France, mais ça ne suffit pas, de l'Europe sans doute. Et d'autre part, peut-être pour cette dette qui pèse très lourd avec les intérêts de la dette, pour, alors je ne sais pas, dans un monde idéal, apurer les intérêts de la dette. Au moins que les créanciers se disent, si un jour je veux récupérer mon capital, je lâche au moins les intérêts. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut réintégrer les 350 milliards, mais j'aimerais avoir votre avis. Alors, d'abord, sur l'histoire de Cahuzac, je crois qu'il faut... Vous voyez, non mais je comprends totalement l'émotion collective. Non, mais la colère.
Le problème, c'est, attention, on est dans un système de globalisation. Moi, je suis favorable pour faire le procès d'un homme, mais ce n'est pas le procès du système. C'est-à-dire que si cet homme a trahi, faisons le problème de la trahison. Voilà. Là, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Mais la question, c'est que moi, je suis très prudent en tant que... Vous savez, parce que si quelqu'un... ça m'est arrivé qu'une fois, je peux vous dire qu'en bonne conscience, oui, j'ai été trahi jusqu'au jour où j'ai découvert la trahison. Donc, quelqu'un qui vient vous dire les yeux dans les yeux qu'il n'a pas fait ça, à moins d'être devin, bon. Donc, soyons attentifs à ça. La vraie question que vous posez aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une classe politique, pardonnez-moi, qui est souvent prisonnière de ses convictions ou de ses dogmes. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre que si vous avez fait une campagne sur des slogans, sur etc., c'est très difficile après de se remettre en cause. Et moi, j'ai toujours eu comme idée de dire comment je peux aider la gauche à avoir un regard plus apaisé sur le capital et comment je peux aider la droite à avoir un regard plus apaisé sur la régulation publique. On voit bien que tout le débat entre la droite et la gauche depuis 70 ans, c'était pour les uns le social précède l'économie et l'autre l'économie précède le social. Et qu'aujourd'hui, on a un débat entre eux. Et que l'on voit bien qu'en ayant détruit le capitalisme familial, on a perdu cette capacité d'avoir une affection sociatis qui fait que les entreprises familiales étaient certes propriétaires et on doit renforcer le pouvoir des salariés dans les entreprises, mais il y avait une relative stabilité. Le fait que la France est aujourd'hui dans les entreprises avec une majorité de financement bancaire, alors qu'aux États-Unis c'est une majorité de financement marché, change complètement la nature du financement de l'économie que vous évoquiez, puisque aujourd'hui les banques, pardonnez-moi pour les banquiers, ne font plus leur job. Donc on a un vrai débat sur effectivement cette masse de liquidités mondiale qui, par cette dérégulation des marchés depuis 1981, fait qu'aujourd'hui dans le monde entier, on ne manque pas de liquidités. On a trop de liquidités. Ce qui veut dire que peut-être même la France, voyez-vous, en profite, puisque la France emprunte aujourd'hui à des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ne devrait leur donner sa situation budgétaire. Et ça n'est pas vrai uniquement depuis ce gouvernement-ci, c'était vrai déjà sous le gouvernement ancien. Et donc la vraie question politique que vous évoquez, c'est comment faire en sorte que l'épargne privée puisse se réinvestir dans des politiques d'intérêt public. C'est déjà arrivé une fois dans l'histoire de la France avec le général de Gaulle. Lorsque le général de Gaulle a cherché à soutenir le financement de son parc nucléaire, il a garanti par la signature de l'État la mobilisation d'épargne privée pour le financement du parc. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les débats que je vois apparaître sur les assurances-vie, sur etc., c'est un sujet qui m'intéresse parce que le vrai challenge politique, c'est de dire comment remobiliser des capitaux sur des investissements de caractère public ou de caractère privé dans les entreprises. Et je vois apparaître des épargnes de proximité qui sont aujourd'hui prêtes à accepter une baisse de leur rendement au profit d'un financement de l'économie de proximité. C'est la force de l'Allemagne, d'ailleurs, d'avoir une relation entre les entreprises familiales et les caisses d'épargne de proximité. C'est un sujet sur lequel la BPI, on peut peut-être essayer d'y réfléchir. Par contre, sur l'évasion fiscale, moi, je me pose la question s'il ne faut pas inverser la question. Quelle est la difficulté dans laquelle vous, les parlementaires, vous vous retrouvez? Et c'est vrai sur l'ancien gouvernement comme sur celui-ci. Comme ce qui a fondamentalement changé en Europe, c'est que jusque dans les années 2011-2012, le premier pays émetteur d'obligations pour financer la dette était l'Allemagne. Et donc tous les marchés ont prêté à tous les pays de l'Europe à des taux d'intérêt allemands, c'est-à-dire avec des garanties plus fortes, d'où ce qui a justifié l'explosion de la Grèce. Rappelons-nous d'ailleurs que l'Espagne respectait scrupuleusement les critères de Maastricht avant d'exploser parce qu'elle avait tout basé sur l'immobilier. La problématique, c'est qu'en 2013, c'est la France qui devient le premier pays émetteur d'obligations pour financer la dette et le renouvellement de la dette. Et donc l'angoisse du gouvernement actuel, et je peux le comprendre, c'est que le moindre dérapage fait que 1% d'intérêt, c'est 15 milliards. Impossible dans la situation actuelle. La question, c'est comment aider les parlementaires de droite et de gauche d'échapper à cette contrainte de loi de finances où vous êtes en train de vous battre en portant des amendements pour essayer de ramener 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. C'est-à-dire que vous êtes dans la recherche de l'équilibre budgétaire et de la maîtrise des dépenses avec ce que vous évoquez d'ailleurs. Est-ce que c'est la croissance qui va tuer la dette ou la dette qui va tuer la croissance? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale, c'est un peu technique, pardonnez-moi, mais j'ai expliqué, est en train de réviser son coefficient multiplicateur. J'explique ça.
Avant, c'était de 0,5. C'est-à-dire que le FMI disait, vous baissez de 100 milliards vos dépenses publiques et vous ne faites baisser la croissance que de 50 milliards. Donc, si vous avez 50% d'impôts, vous perdez que 25 milliards d'impôts, vous gagnez 75 milliards. Le FMI dit, ah, je me suis peut-être trompé, le truc de la Grèce et tout ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mon coefficient multiplicateur n'est plus de 0,5, il est d'un 20, voire d'un 50. C'est-à-dire, c'est exactement la mécanique que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on demande à la Grèce d'abaisser de 100 milliards ses dépenses publiques pour réduire son déficit, mais l'impact sur la croissance économique, il n'est pas de 50, il est de 150 milliards. Résultat, ils perdent 75 milliards d'impôts. Ça ne rapporte, ça coûte. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale où on demande aux gens de réduire leurs dépenses publiques, qui accroît leur déficit et qui accroît leur dette. Donc on est dans une spirale totalement infernale. Et c'est là où je disais tout à l'heure, comment aider les politiques à réviser leur raisonnement économique, parce que le FMI vient de reposer une équation politique, mais les politiques s'en emparent pas, pardonnez-moi de le dire. Et deux, les Américains sont en train, les libéraux, de mettre en place la théorie keynésienne. Ils viennent d'injecter 1300 milliards de dollars pour relancer la croissance économique. Ça n'a donné que 300 milliards de ressources, de PIB. Donc les Américains sont en train de créer la planche à billets à mort, et ça ne joue pas sur la croissance. Même chose, remise en cause de la théorie keynésienne. Et donc, il faudrait que nos parlementaires puissent se décrocher de l'urgence quotidienne dans laquelle vous êtes plongés. Vous, si vous ne faites pas vos permanences, si vous n'êtes pas en train de faire des inaugurations, si vous n'êtes pas dans la presse, on dira mais qu'est-ce qu'il fout, etc. Donc on est aussi un peu en paradoxe. Alors que le vrai problème, d'où l'intérêt du cumul des mandats, d'où le vrai intérêt des politiques et des parlementaires, on devrait leur dire écoutez, vous passez 15 jours, 3 semaines dans un séminaire et on vous demande de réfléchir à ce que devrait être la fiscalité moderne d'un pays moderne. Et de dire qu'aujourd'hui, et on voit bien le débat politique dans lequel on est, M. Sarkozy a eu une tactique politique que je trouve malheureuse, de mettre la TVA dans le débat présidentiel, qui fait que M. Hollande a été obligé de condamner la TVA, ce qui fait que la gauche est aujourd'hui dans l'incapacité de transférer des charges sur la TVA parce qu'il y a une position politique ou une parole politique tragique. Et la droite est en train de voir arriver la CSG qu'elle conteste parce que c'est une invention de Rocard. On est là dans un schéma complètement stupide par rapport à la gravité de la situation. La gravité de la situation, ce n'est pas de condamner parce que c'est une politique de droite ou une politique de gauche, c'est est-ce que c'est pertinent? Et la question qu'on devrait permettre aux politiques de répondre, c'est, selon vous, est-ce que la fiscalité d'aujourd'hui est une fiscalité adaptée? La réponse est non. L'impôt sur le revenu, il est imité de partout. L'ISF, on bricole ça depuis, etc., etc., etc. Et l'on voit bien qu'une des tentations fortes, c'est d'avoir une simplification en augmentant la CSG, en augmentant la TVA et peut-être en supprimant l'impôt sur le revenu. Je n'en sais rien. Mais au moins qu'on leur permette aux parlementaires de s'échapper de toutes les contraintes et surtout de tous les lobbyings et qu'on puisse avoir une vision à 10 ans, à 15 ans, de ce que devrait être une politique fiscale adaptée, puisque nos impôts ont été basés sur une économie rurale. Et on a taxé le foncier, la propriété. Puis ensuite, on était dans une économie industrielle. On a taxé l'outil industriel. Et puis là, on est dans une société de services, de consommation, de finances. On n'a absolument pas une fiscalité adaptée. Au contraire, on est même dans la fiscalité presque inverse, puisqu'au nom de la finance, on est en train d'obliger d'abaisser les fiscalités qui accroît les dépenses, etc., etc. Donc, on est dans un système suicidaire. Et moi, j'avais fait à l'époque une proposition, qui m'a valu 2 paires de claques en retour. J'avais dit, et pardonnez-moi, monsieur le parlementaire, en tout cas ça valait pour moi, nous étions en pleine crise bancaire. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas un séminaire de l'opposition et de la majorité pour faire venir des grands spécialistes des finances, pour que chacun puisse mesurer les impacts des décisions politiques qu'on nous amène à prendre? Or, aujourd'hui, les parlementaires sont par définition des gens qui sont généralistes. Ils ne sont pas compétents. Et dans chaque groupe politique, on écoute soit celui qui gueule le plus, soit celui qui connaît le sujet le mieux. Et on a du mal à se construire sa propre conviction. Et donc j'avais proposé des séminaires de formation pour permettre à chaque politique de pouvoir émettre les idées, y compris les plus farfelues, mais au moins qu'il y ait un débat. Or aujourd'hui, le débat politique, c'est si l'opposition dit quelque chose, la majorité est obligée de le refuser, et vice-versa. On n'a pas du tout cette responsabilité américaine où on peut estimer que chez l'autre, il peut y avoir éventuellement quelqu'un d'intéressant. Et on voit bien le débat aujourd'hui qui fait qu'on perturbe parce qu'on ne sait plus du tout à qui croire. Et je rappelle cette formule terrible j'ai oublié son nom, qui dit quand le peuple ne croit plus en rien, il est prêt à croire en tout. Et donc je trouve que vous devriez avoir des débats apaisés sur
le système fiscal de demain. Et ensuite, ce que vous dites, moi m'intéresse, nous au Conseil économique, social et environnemental, on a proposé ce qu'on appelle le truc de la dette perpétuelle, qui a déjà existé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun sait que la Grèce ne peut pas rembourser la dette. Est-ce qu'on peut effacer la dette grecque? On voit bien les précédents, etc. Par contre, la France a déjà utilisé un système de dette perpétuelle qui consistait, et c'est d'ailleurs un peu le système dans lequel on est, les États, aujourd'hui on parle de la dette des États, mais les États ne remboursent en aucun cas les capitaux. Ils empruntent ils ne remboursent que les intérêts. Et c'était la transformation d'une dette capitale plus intérêt en obligation échangeable par titre, mais qui ne permettait que de susciter des intérêts et non pas un remboursement de capital. Et c'est ce qu'on appelait la dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'on effaçait l'obligation de rembourser les capitaux, on ne faisait que des échanges d'obligations et on ne remboursait que les intérêts de réduire la dette. Et grâce à cela, ça a permis de passer quelques caps compliqués sur des pays qui, à un moment donné, étaient relativement endettés. Et là, voyez-vous, c'est un sujet difficile parce qu'on est devant un problème mondial. Le problème mondial, c'est que les Américains vont être confrontés à une falaise budgétaire. Falaise budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une course en avant des Américains. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Les Chinois, je suis très préoccupé parce que les Espagnols, le subprime américain a éclaté quand 9% du PIB américain a été investi dans l'immobilier. Les Espagnols ont explosé quand 12% du PIB espagnol a été investi dans l'immobilier. Les Chinois ont investi 15%. Donc il va y avoir un problème. Et donc la régulation mondiale est aujourd'hui un enjeu majeur. Nous n'avons pas les outils, nous n'avons pas la vision politique, et nous avons une banque européenne qui aujourd'hui a besoin d'être, si vous voulez, ce qui est quand même incroyable, le meilleur homme politique européen était M. Draghi, parce qu'il a sauvé l'euro en prenant des positions qui n'étaient pas du tout conformes à l'aspect politique. Et donc je trouve que, voyez-vous, la question que vous posez mériterait qu'il y ait des débats apaisés sur un vrai sujet. Vous posez une bonne question. Le vrai débat, c'est est-ce que la croissance va tuer la dette? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir suffisamment de croissance pour pouvoir rembourser notre capacité de la dette? Oui, mais ça peut rentrer aussi. Mais, ah bon, est-ce que la dette peut tuer la croissance? Merci. Voilà. Merci beaucoup.